continuez comme ça, s'il vous plaît. Continuez comme ça. Donc, ouais, on a un flashback qui sera centré sur Blanche-Neige, puisque c'est un épisode centré sur Blanche-Neige. Et en flashback, ça se passe quand elle a 16, 17 ans, je pense. Je sais pas, est-ce qu'ils reprennent la même actrice qu'ils ont utilisée pour la jouer quand elle était plus jeune avant? Ils ont profité du fait qu'elle avait vieilli entre les diverses saisons. Ce serait... C'est pas impossible parce que, ouais, elle me rappelle beaucoup cette actrice-là. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc oui, elle reçoit les suppliques du peuple parce que son père, le roi, est en voyage diplomatique avec son armée. Et donc ouais, le peuple n'a plus que elle vers qui se tourner. Et il y a un petit problème parce qu'il y a un groupe de bandits qui s'en prend à eux, qui vient les dérober et qui les tue même, d'après ce que j'ai compris, et ils en tuent même certains d'entre eux. Et donc ouais, là, la situation est grave. Et Blanche-Neige, toute jeune qu'elle est, qui n'a pas encore eu l'occasion de vraiment se montrer digne d'être un grand leader, fuit au départ, hein, sous l'œil très content de Regina qui se rend compte qu'elle elle peut pas supporter la pression et tout, donc alors qu'elle s'enfuit, elle tombe dans un piège et elle est sauvée par Hercule qui passait par là. Voilà, il passait par là parce que besoin du scénario et c'est pas gênant du tout que Hercule existe dans cet univers, puisque bon, on a déjà eu l'occasion de voir d'autres personnages de la mythologie grecque, même si techniquement les personnages de la mythologie grecque qu'on a vus, c'est-à-dire Poséidon, c'était dans le monde de Peter Pan, me semble-t-il, mais qui sait, ils existent dans différents mondes, c'est pas grave ça, hein, ça me dérange pas du tout qu'Hercule soit présent et tout, et et honnêtement, au début, je me suis dit, tiens, encore un cas où, comme par hasard, un de nos persos principaux connaissait dans son passé un des persos qui seront importants par la suite. C'est quoi? Je trouve que ça s'incruste pas trop mal. Pas trop mal, parce que voilà, ce que Hercule dit, c'est qu'il est en chemin pour régler sa dernière épreuve, son dernier travail, puisqu'il en a fait 11/12. Et en se rendant compte que Blanche-Neige a un petit peu de mal à gérer ses responsabilités, et il décide de l'aider, tout d'abord en sachant manier un arc, parce que voilà, elle l'a pas appris de nulle part, et je trouve ça beaucoup plus crédible que Blanche-Neige apprenne à manier l'arc avec Hercule, que David apprenne à se battre en une seule journée avec Anna. La durée de temps qui s'est passée au moment où elle et Hercule se sont rencontrés et celui où Hercule part n'est pas vraiment précisé. Donc il a pu se passer, sait-on jamais, une semaine, enfin une période de temps un petit peu plus probante que la seule journée de rencontre entre Anna et David. Voilà, histoire de dire. Hein, donc je trouve que ça passe mieux, ça passe beaucoup mieux. Et donc, il essaye vraiment de faire en sorte de ne pas participer et de l'aider à être une dirigeante, de l'aider à gérer ça elle-même. Et la première fois qu'elle essaye, en essayant d'intimider les bandits qui viennent une fois de plus dérober les villageois, elle échoue. Voilà, elle échoue, elle sait pas bien manier son arc, elle est tremblante, etc., etc. Elle est très dépitée et on apprend en fait que les bandits ont été lancés là par Regina, qui a profité du fait que le roi était absent pour saper le moral de Blanche-Neige et la faire voir comme une faible par le peuple qui ne voudra pas la suivre. Alors, sachant que d'après ce qu'elle dit, Regina, je ne veux pas qu'elle meure tout de suite, je ne veux pas que son peuple la considère comme une martyre. Elle a vite revisité son jugement plus tard, elle s'est dit, ouais, le fait qu'elle soit vue comme une martyre, c'est plus trop grave, je veux la tuer, je veux la tuer. Mais ouais, à l'époque, c'est compréhensible, sa psyché a évolué. Donc ouais... Blanche-Neige est dépitée, elle sait pas quoi faire, elle se dit qu'elle ne sera jamais bonne à rien, et c'est là qu'Hercule lui remonte le moral en lui disant que la première fois que son premier travail contre le lion de Némée, il s'était trompé au début. Il avait fait un gros échec parce qu'il n'arrivait pas à le battre. Et c'est parce que il a eu un peu de chance et qu'il a appris de son échec. Bon, il a eu beaucoup de chance aussi parce qu'il a accidentellement brûlé la fourrure du lion. Et c'est grâce à ça qu'il a pu le sauver, le battre. Mais ouais, quoi, il lui raconte qu'un échec, c'est pas la fin de tout, et c'est qu'on peut apprendre quelque chose de ça. Star Wars 8, le même message, tout ça. Ouais, je veux dire, ça c'est un message vu comme le monde et qui passe très bien. Il faut apprendre de ses échecs. C'était aussi le cas dans Bienvenue chez les Robinson. J'aime bien ce message. Voilà, j'aime bien ce message quand il est bien amené ici. c'est,
Très bien, et donc Blanche-Neige finit par regagner du poil de la bête, par se reconfronter aux bandits, et ce coup-ci, elle arrive un petit peu à être plus intimidante, à mieux gérer son arc, et c'est grâce à ça qu'elle inspire le peuple pour faire fuir les bandits, et qu'elle va devenir la dirigeante qui sera soutenue par les autres, et qui sera soutenue même lorsque beaucoup de villages seront menacés par Regina. Pas simplement parce que Regina est méchante, mais parce que Blanche-Neige a su leur inspirer quelque chose. C'est, ça a comblé une espèce de vide de l'histoire dont je m'étais pas rendu compte avant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce flashback. Je vous le cache pas. C'est ce flashback qui explique un petit peu comment ça se fait que les gens du peuple se sont rattachés vraiment complètement à Blanche-Neige, même lorsque leur vie était en jeu. Ça montre, ça justifie un petit peu la popularité dont elle a joui durant le moment où Regina l'a pourchassée, et pourquoi beaucoup de gens étaient prêts à la défendre. Donc, j'ai. À nouveau, c'est comme le flashback de l'épisode précédent, je trouve que pour un flashback sur un perso sur lequel vous êtes étendu depuis la saison 1, vous avez réussi à amener du neuf que j'ai bien apprécié. Donc, chapeau, quoi, c'est pas sensationnel, il y a trois petits points un peu moyens là-dedans, parce que c'est un petit peu forcé à deux, trois petits moments, mais globalement, c'était bien sympa ce flashback. Il y a un petit truc aussi qui pourra peut-être en énerver certains. Personnellement, je trouve que c'est mignonnet et ça me dérange pas trop. C'est le fait que, à la fin, alors que Hercule part vers son dernier travail, c'est-à-dire tuer le Cerbère, et il l'embrasse. Parce il y avait clairement un petit amour de jeunesse entre ces deux-là. Et je suis sûr que beaucoup se diront que c'était inutile et que ça casse un petit peu le couple Blanche-Neige. David. Et personnellement, je veux dire, ouais, c'est un peu normal qu'il n'ait pas connu. Qu'il n'ait pas connu l'amour seulement entre eux et puis rien avant. Cette espèce de petit béguin de jeunesse qui n'est pas allé plus loin que ça, ben, je trouve que ça étoffe un petit peu le personnage en disant qu'elle n'a pas été tous yeux pour David, et avant il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais eu personne. Donc à nouveau, cool, ça me dérange pas. Et puis il joue un petit peu là-dessus dans le présent. Donc, enfin bref, dans le présent, alors que tout le monde essaye de retrouver à quel endroit se situe Killian, on a un petit passage autour de Killian qui est gardé quelque part dans les enfers sous terre de Storybrooke, de la Storybrooke des enfers. Je reviendrai là-dessus parce qu'ils font un petit commentaire à ce niveau-là. Il est enfermé, sachant qu'il n'est pas vraiment enfermé, mais il est avec une autre personne, une femme, dont on ignore l'identité, hein, on ne la dit pas. D'ailleurs, c'est une sacrée coïncidence dès lors qu'on apprend qui est cette femme, que comme par hasard, elle se trouvait là avec Killian. Pourquoi elle? Je ne sais pas. C'est besoin du scénario, que voulez-vous? Il y a quelques petits trucs, quelques facilités scénaristiques qui sont à redire dans cet épisode, je vais pas le nier, mais vous savez quoi, après m'être tapé la première moitié de la saison 5, ce genre de truc, pour moi c'est complètement pardonnable. C'est pas, vraiment pas grave, vraiment pas grave. Alors il se dit qu'il peut se barrer après avoir été torturé un tas de fois par Hadès, et le fait qu'il ait confiant de ça, c'est qu'il a reçu le message de Emma et compagnie qui ont essayé de lui parler, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas lorsqu'on l'avait montré dans l'épisode 1. Petit bémol là aussi, c'est-à-dire que il réagissait pas quand elle lui parlait, il était juste tout seul. Est-ce que c'était juste une mauvaise réception de l'image? Si ça se trouve, il entendait ce qu'il disait, il réagissait, mais les autres voyaient juste lui qui était fixe, j'en sais rien. Tu peux. Un petit peu bizarre, ça aurait pu être un peu mieux mis en scène dans l'épisode précédent à ce niveau-là. Donc ouais, il est chaud pour se barrer, étant donné qu'il n'y a personne apparemment pour le surveiller, il veut se barrer et il emmène la fille avec lui. Mais la fille le prévient qu'il y a une créature horrible qui garde cet endroit, et cette créature horrible, c'est Cerbère. Au passage, j'apprécie le fait que Cerbère ne soit pas tourné en ridicule comme dans le film et la série animée. Ils essayent vraiment de bien poser le ton
très, très dangereux de la créature. Donc j'aime bien ça, j'apprécie bien ça. Après, il va y avoir un gros problème par rapport à la cohérence de sa présence à certains endroits et d'autres choses. J'y viendrai, mais j'ai apprécié ce petit détail-là. Donc, Kylian se dit qu'ils vont pas pouvoir se barrer tout seul, mais il décide de sacrifier un petit peu pour, étant donné qu'il est blessé, qu'il va pas pouvoir courir très loin, il décide de ralentir la créature en restant derrière pour que la fille se barre. Et grâce à ça, la fille retrouve la trace de Emma et Regina qui fouillent un petit peu les environs. Et après s'être échappée, elle leur parle un petit peu de ce qui s'est passé, hein, c'est-à-dire avec Cerbère qui l'a pourchassé, etc. Et Blanche-Neige qui a vu la tombe de Hercule dans cet endroit-là, parce que lui aussi il avait des regrets, des choses inaccomplies à compléter. Elle a une idée, elle se dit, ouais, il a une quête inaccomplie, ça doit être le Cerbère en question. Voilà, il n'a pas réussi à le tuer, donc c'est ça sa quête inachevée. Il faut qu'on trouve Hercule pour qui se débarrasse du Cerbère pour nous et pour qu'on puisse mettre la main sur Kylian sans que cette bête nous gêne. Donc, grâce à l'aide de la sorcière d'Hansel et Gretel, qui a un petit passage relativement drôle où elle est en rogne contre Regina parce qu'elle l'a tué, et Regina lui dit « Ah mais tu m'avais volé un truc et tu sais ce qui se passe quand on vole un truc entre sorcières. » Très bien, d'accord. Elle se dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je comprends ton point de vue. Apparemment, elle est un petit peu cinglée, cette sorcière-là, donc ça passe, ça passe. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils en fassent un petit perso récurrent, mais si elle devient récurrent dans ces eaux-là, ça pourrait être pas trop mal. Ça pourrait être pas trop mal. Donc, elle leur indique où se trouve Hercule, et Blanche-Neige vient lui parler en lui disant que Cerbère est là et Hercule tombe de nuit. Le Cerbère est là. Je sais pas comment ça fonctionne. Je veux dire, t'es resté dans ton coin. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Il bosse au dock de la Storybrooke des Enfers là et ouais, il est obligé de s'y tenir pour une raison X. Il a jamais fait gaffe à ça. Et puis voilà, donc après avoir appris que Cerbère était là, il est au départ d'accord pour les aider, pour se battre seul contre Cerbère parce que c'est son destin semble-t-il, mais après y avoir fait face à Cerbère, il se barre de peur un petit peu. Et on apprend donc que en fait, si il est mort, c'est parce que Cerbère l'a tué. C'est pas juste parce qu'il a pas pu battre Cerbère. Et je trouve ça un petit peu bizarre que Blanche-Neige n'ait pas fait les 2+2 là. Je veux dire, si Cerbère est encore vivant et que c'était le dernier travail d'Hercule et qu'il l'a pas réalisé et qu'il est mort, ça veut dire que ça doit être sans doute à cause de ça, quoi. C'est pas une coïncidence, c'est de la logique. Bon, elle s'en rend compte un peu tardivement, mais voilà, il n'arrive pas à affronter Cerbère parce que à cause de sa défaite d'avant, et ce qui nous fera revenir sur la petite morale qu'il a faite à Blanche-Neige avant. Ouais, c'est histoire de faire l'écho avec ça, c'est mignonnet, c'est pas très profond, mais c'est mignon à ce niveau-là. Et donc, c'est là qu'on a une petite confrontation avec Hadès qui vient leur parler en les menaçant. Je ne sais pas pourquoi il peut rien leur faire tout de suite. J'espère qu'ils diront qu'il y a certaines lois qui régissent cet endroit. Parce que, ouais, si c'est pas le cas, je vois pas pourquoi Hadès s'en prendrait pas directement à eux lui-même tout de suite. Voilà, c'est le genre de truc, c'est... Dans le film animé, je comprends un petit peu qu'Hadès n'ait pas voulu s'en prendre direct à Hercule. Déjà parce que, d'une part, son père doit le surveiller un petit peu d'assez près, Hercule, contrairement à ce que laisse supposer la série, mais oui, son père doit le surveiller d'assez près, et donc s'il essaye de le tuer lui-même, de lui-même, ben, ça risque d'être un petit peu chaud, il risque de se faire choper par Zeus. Et surtout, il y a peut-être certaines règles qui l'empêchent de s'en prendre aux mortels. Et c'est complètement foutu en l'air dans la série, mais c'est pas, je prends pas en compte la série pour apprécier le film. Et donc là c'est plutôt, je reste un petit peu sur le qui-vive. Alors est-ce qu'ils vont donner des règles précises qui font que Hadès ne peut pas intervenir directement de lui-même? J'espère que oui. D'ailleurs, bon, ça mène
l'acteur à être toujours aussi bon pour interpréter le rôle. Sincèrement, il est nickel, choix de casting nickel pour le personnage, en les menaçant. En disant rapidement, en répondant à une question de Regina qui demande pourquoi ça ressemble à notre Storybrooke, les enfers, et il dit je vais pas dévoiler mes plans, ce que je veux tout de suite. Vous me prenez pour qui? Et ouais, donc ils font pas comme si tiens c'est Storybrooke parce que c'est Storybrooke. Ils essayent d'insinuer qu'il y a une raison à pourquoi ça ressemble à Storybrooke. Et je suis impatient de la connaître. Je suis impatient de la connaître. Donc voilà, il leur profère une menace après avoir montré le crochet de Hook. Ouais, c'est incroyable, tu lui as enlevé son crochet de la main. Ça veut dire que qu'on sait que tu l'as en ta possession, même si on le savait avant. Donc, mais voilà quoi, il les menace en leur disant si vous essayez d'aller plus loin, je risque de lui faire encore plus de mal qu'avant. Ce qui ne va pas ralentir nos personnages, puisque Blanche-Neige, malgré encore un moment de doute de soi-même, se fait revigorer par Regina qui lui dit je ne reconnais pas là la personne qui a lutté vaillamment contre moi pendant autant de temps et qui a fini par gagner malgré les dures épreuves que je lui ai fait vivre. Ce qui amène Blanche-Neige à dire je ne sais pas si Marie-Margaret pourra le supporter. Tant mieux, on n'a pas besoin de Marie-Margaret, soit Blanche-Neige. Et ça lui redonne courage. Elle revient voir Hercule en lui disant il faut que tu apprennes de tes échecs. C'est dingue que tu t'en sois pas rendu compte toi-même, mais bon, faut que t'apprennes de tes échecs, merde. Et Hercule lui dit ouais, j'étais seul et contre 3 têtes, c'est pas facile. Bah, on a qu'à être à plusieurs pour ça. Un peu facile. Ouais, tout ce qui tourne autour de Cerbère et de la résolution, un peu facile. Oui, un peu facile quand même. Hein. Donc, maintenant qu'elle l'a revigoré elle aussi, Blanche-Neige, en lui redonnant le courage de se battre, ils font céder les autres qui sont attaqués par Cerbère sans essayer de se battre. Je veux dire, Regina a des pouvoirs magiques, elle essaye rien, elle peut rien faire. Et donc tout le monde se sent obligé de se disperser parce que la fille qui s'était enfuie et qui avait prévenu les autres a disparu. Et donc ils partent à sa recherche par groupe de 2. Et comme par hasard, ce sera Hercule et Blanche-Neige qui vont la retrouver. Et après l'avoir encouragée pas très longtemps, hein, il lui en faut pas beaucoup là, la fille pour se donner du courage, elle se décide à attaquer en même temps que deux pour montrer que les têtes de Cerbère sont attaquées toutes les trois en même temps. Et elles sont attaquées toutes les trois en même temps, elles se prennent un coup toutes les trois en même temps, les têtes. Et il meurt, il disparaît en nuage de fumée noire, donc il meurt, logiquement, hein, sinon je vois pas ça expliquerait pas ce qui se passe juste après, donc... Facile pour un monstre dont vous avez mis en place le côté sadique difficile à battre. Le fait qu'il meure aussi rapidement, c'est un peu décevant. Voilà, ils auraient pu mettre un peu mieux ça en scène. Voilà, sa mort est un peu décevante. Voilà, comme je dis, ce qui tourne autour de Cerbère, malgré le fait qu'ils essayent de le rendre un peu badass, la façon dont il se comporte. Et la façon dont il se trouve à certains endroits, c'est un petit peu... la façon dont on le bat aussi, voilà. Parce que voilà ce qu'on apprend, c'est que la fille en question qui s'était échappée, qui avait prévenu tout le monde, eh ben c'est Mégara. Mégara, donc, qui, on l'apprend juste après, était en fait une personne pourchassée par le Cerbère lorsque Hercule a voulu le combattre. Et il a essayé de l'aider, mais il s'est fait tuer en 2 temps 3 mouvements. Apparemment, c'est pas montré le combat. Et Mégara a été tuée par le Cerbère juste après. Pourquoi le Cerbère voulait la tuer, je sais pas, elle est passée par là, il avait désespérément envie de la manger, elle particulièrement. Et surtout, le gros problème, pourquoi le Cerbère se trouvait pas en enfer, pas aux enfers, il se trouvait dans la forêt enchantée, ou je sais pas, un autre monde, ouais, c'est bizarre. Un petit peu bizarre, hein. Pourquoi il se trouvait là j'aurais pu penser que ça avait du sens si c'était genre une manipulation, que Mégara, comme dans le film animé, travaillait pour Hadès sous certaines contraintes, mais non, à la fin de l'épisode, tous les deux semblent avoir noué une connexion amoureuse et partent vers le paradis. Cette fois, c'est l'Olympe, parce que c'est... Alors, est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou c'est juste leur paradis à eux, c'est-à-dire
Est-ce que chaque personne a son paradis selon sa croyance ou selon l'endroit d'où il provient? Donc ouais, c'est un petit peu bizarroïde, mais ouais, donc ils partent au paradis après avoir dit leurs au revoir. Il y a une scène assez touchante entre lui et Blanche-Neige. Moi, j'ai trouvé ça très touchant, malgré le fait que ce soit un personnage qui a été introduit l'épisode même pour qu'on ne parle plus jamais de lui après, mais ouais, ça passait bien, ça complétait bien le passé de Blanche-Neige. Et un truc que j'ai adoré, mais vraiment adoré, dans cet épisode, c'est que à la toute fin, quand David lui dit tu es sûr de vouloir reprendre des risques, Marie-Margaret, je ne veux plus être Marie-Margaret. Maintenant, je suis Blanche-Neige. Je redeviens celle que j'étais. Je suis tellement content qu'ils aient adressé ça. Je suis tellement content qu'ils aient adressé le fait que David l'appelle par son prénom de Storybrooke tout le temps. Ça me gonflait, ça. Ça me gonflait. Et le fait qu'il jette ça aux orties en se disant qu'en fait, ce nom qu'elle s'est donné, c'était un peu pour fuir celle qu'elle était avant. Même si bon, elle a essayé de redevenir celle qu'elle était avant en voulant retourner à Storybrooke dans la forêt enchantée dans la saison 2. Mais finalement, elle s'est un petit peu lâchée en disant oh c'est bon, on reste à Storybrooke. Tout le monde était d'accord. Là, qu'ils aient adressé ça, qu'ils s'est dit que ouais, le fait qu'il l'appelle Marie-Margaret depuis tout ce temps, bah c'est pas la chose à faire. Merci, merci, merci. Ah, j'étais tellement content. Tellement content. Donc maintenant, on va arrêter de l'appeler Marie-Margaret et ce sera Blanche-Neige. Putain, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, il y a un petit truc en plus de cette histoire principale, c'est que pendant tout ça, il y a Henri et Robin des Bois qui se rendent dans le bureau de Regina qui appartenait à Cora avant, mais Cora n'est plus là, ils le savent parce que gros coup de chance. Et lorsqu'Henri s'y rend parce que la porte est bloquée par magie, donc il n'y a que lui qui peut entrer par un certain conduit, il tombe sur Cruella, qui a dû passer par ce même conduit elle-même, j'imagine, et qui essaye de marchander avec lui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle ne cherche pas à se venger, elle essaye d'être assez pragmatique en se disant « Je veux pas vraiment passer à autre chose et aller dans l'endroit pire qui m'attend si je n'ai plus de regrets dans la vie. Et pour ça, j'ai besoin que tu me ressuscites. Et je sais que tu es l'auteur, et que tu pourrais me ressusciter avec ta plume magique. » Sachant que ouais, il y a une grosse connerie quand même là, c'est que elle lui raconte que sa plume magique, c'est un être vivant, et donc quand il l'a détruite, sa plume, elle est tombée dans les enfers. D'ailleurs, parce que sa plume magique a des regrets, a des actes inaccomplis, sa plume magique. Elle est aux enfers donc. Ouais, légèrement forcé un petit peu par le cul, ça, mais... Tiens, n'empêche que oui, elle tient à faire un pacte avec Henri pour le forcer à la ressusciter, pour faire en sorte que sa mère, Emma, ne soit plus considérée comme une meurtrière parce qu'elle a tué... de sang-froid Cruella, et donc il pourra la rendre pure. Donc il joue un petit peu avec ça sur la perception de Henri qui décide un peu de faire ça. Et elle a, je pense, la réplique la plus drôle de l'épisode, et c'est dire parce qu'Hadès a beaucoup de répliques drôles, et elle dit ah la vie là-bas me manque, le glamour, le gin, la musique, le gin. J'adorais cette réplique. Donc ouais, malgré le fait que ça démarre à partir d'une grosse connerie, oh, la plume est un être vivant, ça pourrait promettre pas mal de petits trucs. D'ailleurs, un dernier truc qui me plaît bien là-dedans, c'est que Hadès, après avoir perdu 2 autres âmes, se dit « Ouais, je suis un peu revanchard, je vais te forcer, Kylian, à tailler dans la roche le nom des 3 personnes qui vont les remplacer. » Alors, je sais pas comment il va les forcer à rester, mais c'est vraiment intimidant pour l'instant. Il passe très bien ce Hadès. Bon épisode, bien sympa, malgré quelques grossièretés à quelques moments, mais ouais, ça étoffe bien le personnage de Blanche-Neige. J'ai bien aimé beaucoup de moments. Et je vais vous dire une chose, même si ça part en couille après ça, je pense pas que ça foutra en l'air ces 2 premiers épisodes. En tout cas, les histoires centrales de ces 2 premiers épisodes. Le départ du père de Regina et le départ d'Hercule, et ce qu'il a enseigné à Blanche-Neige, je trouve
que ça restera tel quel. Et voilà, je suis impatient de voir, j'espère que ça restera comme ça dans la suite. À bientôt pour l'épisode 14, ciao!